On a la chance d'avoir avec nous Aude Brunel, qui est cadre de santé au Centre hospitalier universitaire de Purpan, qui va nous faire une présentation déjà sur son métier et puis dans le thème du séminaire. Madame Brunel, vous pouvez lancer le PowerPoint. Ce soir, nous avons un PowerPoint pour changer un petit peu. Voilà, donc Madame Brunel va pouvoir l'afficher en partageant son écran sous peu et commencer sa présentation. Pensez vraiment bien à couper tous vos micros, comme ça on n'aura pas de problème de modération pendant ce temps-là. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente intervention. Bonjour à tous, je vais donc d'abord me présenter. Je m'appelle Aude Brunel, je suis cadre de santé, je suis infirmière de formation. Je suis cadre de santé sur la médecine légale et les chambres mortuaires au sein du CHU depuis maintenant une douzaine d'années. Mes secteurs en charge, j'en reparlerai un petit peu plus tard. La médecine légale comprend une unité médico-judiciaire qui accueille toutes les victimes de violences diverses et variées. Et ensuite, donc, l'Institut médico-légal qui est situé au sein de la chambre mortuaire de Rangueil. Et j'ai ensuite donc les deux chambres mortuaires du CHU, une sur Purpan et donc une sur l'autre site, sur Rangueil. Nous avons, dans le cadre de la pandémie Covid-19, accueilli sur les deux sites un certain nombre de patients vivant sur les secteurs qui ont pris en charge au niveau soignant, mais également sur les chambres mortuaires. La pandémie est toujours en cours, en tout cas la deuxième vague est toujours en cours. Donc, je vais vous présenter de façon assez synthétique, j'espère, la prise en charge des patients décédés du Covid. Je ferai tout au long de la présentation un parallèle entre les patients habituellement pris en charge, donc non infectés au Covid-19, et un parallèle avec la prise en charge plus spécifique qui a dû être mise en place et qui est toujours d'actualité. Je commencerai par un rappel sur le cadre réglementaire. Les chambres mortuaires sont réglementées par différents codes, par une législation et par un certain nombre de textes propres au CHU qui ont été rédigés pour préciser les modalités de prise en charge chez nous. La réglementation avant la pandémie, ça, principalement repose sur le Code de santé publique, le Code général des collectivités territoriales, le Code civil, et donc en interne, le règlement intérieur, la procédure et un certain nombre de procédures et de modes opératoires. Depuis la pandémie, nous avons un certain nombre de documents qui se sont rajoutés et qui nous ont permis donc de préciser nos modalités de prise en charge de ces patients-là. Il y a un certain nombre de recommandations HAS, donc de la Haute Autorité de Santé, des recommandations préfectorales également, qui sont une déclinaison un petit peu plus précise, notamment pour préciser le rapport entre Code général des collectivités territoriales et prise en charge des patients Covid-19. Des modifications de la réglementation qui sont intervenues au niveau du Code de la santé publique et du Code général des collectivités territoriales. Et ensuite, en interne, des procédures qui ont été adaptées et des modes opératoires également qui ont été adaptés. Les missions de service public qui sont celles d'un établissement de santé et des chambres mortuaires de cet établissement, c'est en priorité une prise en charge globale du patient, donc la prise en charge du patient lui-même dans les unités de soins, mais également des familles, voire des proches. L'accompagnement des patients, y compris dans la mort. Donc effectivement, quand on rentre à l'hôpital, on sait qu'on vient faire soigner plusieurs pathologies, mais on sait qu'effectivement, même si on ne le reconnaît pas toujours, la mort fait partie de la vie à l'hôpital. Il faut avoir en priorité, en ligne de mire, le respect de la dignité de la personne humaine, jusque dans la mort, ce qui parfois peut poser quelques contraintes particulières. Et enfin, une des missions de notre service public, c'est de maintenir la continuité des organisations et du fonctionnement des services de soins. Nous avons un certain nombre de contraintes qui nous sont posées. D'abord, le respect de la volonté du patient, si elle est exprimée,
Elle doit être recherchée dans tous les cas auprès de la personne de confiance, mais également auprès de la famille ou des proches qui sont présents. Il faut également respecter les croyances du patient et de sa famille, tout en préservant la sérénité pour les autres patients et le bon fonctionnement des organisations du service. Là aussi, effectivement, on tombe sur parfois des difficultés spécifiques et particulières liées aux particularités d'une part des services. Je pense par exemple aux services de réanimation, mais également à certaines croyances et certaines populations qui ont des besoins très particuliers au moment de la fin de vie, voire au moment du décès. Nous avons également un rôle d'information dans toutes les unités de soins, qu'elles prennent en charge des patients vivants ou des patients décédés. Il faut informer le patient et chez nous, donc la famille, des droits et des devoirs, notamment pour la prise en charge, pour toutes les formalités qu'ils vont devoir effectuer et effectivement également leurs devoirs vis-à-vis de l'institution, notamment dans le respect du recueillement pour les autres. L'accompagnement de la personne en toute fin de vie va débuter donc au niveau du service de soins. Le Code de la santé publique nous précise que lorsqu'une personne hospitalisée est en fin de vie, il doit être transporté avec toute la discrétion souhaitable dans une chambre individuelle dans laquelle on va pouvoir effectivement pratiquer les soins, les derniers soins auxquels le patient a droit. Le Code de la santé publique précise également que la famille ou les proches, en fonction de l'entourage du patient, doivent être prévenus dès que possible, par tout moyen approprié, de l'aggravation de l'état du malade et éventuellement du décès de celui-ci. Alors, la priorité, effectivement, c'est de permettre aux familles d'accuser le choc de cette annonce d'une aggravation de l'état de santé et donc de lui permettre dans cette situation-là de prendre la décision de venir ou pas assister le patient jusqu'à son décès. C'est une des priorités des unités de soins. Je ne parle pas que des soins palliatifs où effectivement on a tendance à penser qu'ils accompagnent les patients jusqu'à leur décès, mais dans toutes les unités, on a des patients qui finissent par être à un moment donné en fin de vie et qui ont besoin de leurs proches, de leur famille auprès d'eux. Si le patient est décédé de façon plus subite, effectivement, l'équipe soignante et notamment le médecin devront trouver les mots justes pour expliquer que l'état s'est aggravé et que le décès est survenu de façon plus brutale. Le Code de la santé précise également que les proches sont admis à rester auprès du patient et à l'assister donc dans ces derniers instants. Notre code professionnel, puisque une grande partie des professionnels de santé sont référencés dans le Code de santé publique, ont ces missions à cœur. Et effectivement, ça traduit un certain intérêt, en tout cas pour le législateur, par rapport à la fin de vie et notamment les droits et devoirs des patients et des familles, mais également et surtout les droits et devoirs des soignants à l'égard de ces familles. Les conditions de prise en charge au niveau des unités, le patient va être admis en établissement de santé public ou privé pour être soigné, comme je le disais, et les soignants vont devoir accompagner le patient, mais également sa famille, puisque je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la prise en charge est globale. La globalité, c'est le patient, son environnement, notamment sa famille et ses proches. On va devoir donc l'encadrer avec toute la bienveillance soignante que l'on va pouvoir lui prodiguer. Avant la pandémie, il est évident que la famille avait un accès absolument libre, je dirais, auprès des patients en fin de vie, notamment en dehors des horaires de visite autorisés. Et effectivement, si la famille le souhaitait assister à la fin de vie de son proche, on devait lui permettre de le veiller, y compris la nuit. Il y a également un service d'aumônerie sur le CHU
les familles peuvent faire appel donc, à un aumônier. Tous les cultes sont représentés. Donc, nous avons un aumônier israélite, un aumônier bouddhiste, un aumônier catholique, protestant, musulman. Et donc, ils peuvent intervenir sur sollicitation auprès des familles pour les accompagner ou les soutenir. L'accompagnement de la famille est également fait par les soignants, puisque depuis de nombreuses années maintenant, on meurt beaucoup plus à l'hôpital qu'à domicile. Donc, le soignant est devenu une sorte de référence pour les familles par rapport aux soins, pour l'accompagnement, par rapport à la douleur, par rapport aux soins de confort. La pandémie au Covid-19 a modifié un petit peu ces pratiques, hein, malgré nous, puisque dans un premier temps, lors de la première vague, les visites ont été totalement interdites. Il y a eu une tolérance en fin de première vague, et notamment pour la deuxième vague, une tolérance pour que les personnes en fin de vie puissent être accompagnées par leurs proches, mais de façon extrêmement restreinte en nombre, et sur les horaires également, et en fonction des services qui les accueillaient. On a réussi à mettre en place un recueillement sur le corps a posteriori, c'est-à-dire après le décès dans les unités de soins, avec une contrainte par contre de protéger les familles avec des EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle sur blouse, charlotte, etc. Les soins mortuaires sont une des étapes essentielles de la prise en charge des personnes décédées en service de soins. La première étape va être le constat de décès. On ne peut pas prodiguer les soins spécifiques aux défunts avant que le décès n'ait été constaté par un médecin. Donc, en dehors de la pandémie, le patient non Covid était examiné par un docteur en médecine, donc un médecin thésé. Ça, c'est dans le code de santé et ainsi que dans le CGCT. Pour la sortie avec mise en bière, il n'y avait pas d'opposition formelle par rapport à n'importe quelle pathologie, y compris à certaines pathologies infectieuses. Le don de corps à la science est tout à fait possible, et les soins de conservation pouvaient être réalisés sans aucune restriction. Le Covid-19 a changé un certain nombre de choses. Tout d'abord, le constat de décès peut être fait à l'heure actuelle, et donc le code a été modifié dans ce sens, par donc un docteur en médecine, comme auparavant, mais également par un médecin en retraite, toujours inscrit à l'ordre des médecins, donc à jour de sa cotisation, voire par un interne sous certaines conditions. Donc, il faut qu'il ait validé un certain nombre de semestres dans la spécialité pour pouvoir effectivement constater le décès et notamment compléter le certificat de constat de décès. Le Covid-19 est une maladie contagieuse à déclaration obligatoire, ce qui implique effectivement qu'il ne pourra pas y avoir de don de corps à la science pour un patient atteint ou décédé du Covid-19, tout comme il ne pourra pas y avoir de soins de conservation pratiqués par un thanatopracteur. Il y a une prescription également de mise en bière obligatoire, avec une terminologie qui est un petit peu difficile à comprendre pour les professionnels du funéraire, mais également pour les médecins, puisque la mise en bière immédiate s'applique à un certain nombre de maladies d'une liste bien précise. Dans le cadre du Covid-19, la mise en bière immédiate veut dire en fait mise en bière obligatoire avant le départ définitif du corps et dans les meilleurs délais. Donc ce n'est pas immédiatement après le décès. Les soins à proprement parler, ils sont constitués par une toilette complète au lit selon un protocole en vigueur sur chaque établissement de santé. Nous avons un mode opératoire qui est à disposition des équipes et qui peut leur être précisé en cas de besoin. On retire les prothèses qui fonctionnent à l'aide d'une pile. Donc ce que l'on connaît plus facilement, c'est le pacemaker. Mais il y a également d'autres systèmes comme des pompes à insuline ou des pompes à morphine.
On identifie le corps, on appose donc sur le corps un bracelet avec un badge du patient et en mentionnant dessus la date et l'heure de décès. Le corps est ensuite déposé dans une housse biodégradable et le soignant va pouvoir établir la fiche d'identification et de transfert en chambre mortuaire qui va reprendre donc la date et l'heure de décès, mais qui va permettre également de tracer la mise en casier réfrigéré une fois arrivé à la chambre mortuaire. Avant la pandémie, donc pour ce type de soins, les soignants, infirmières et aides-soignants en capacité de remplir cette mission prenaient les précautions standards et appliquaient le mode opératoire classique et habituel. La pandémie a un petit peu modifié cette donne. Les professionnels doivent absolument être équipés avec les EPI adaptés comme ceux qu'ils utilisent lorsqu'ils font les soins chez les patients atteints du Covid-19, patients vivants, hein, donc je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En tout cas, ils doivent prendre exactement les mêmes précautions, ce qui veut dire tablier de protection, charlotte, lunettes, tout ce qui va permettre effectivement d'éviter et de se protéger contre les projections. Cet habillage est absolument indispensable hein, puisque un certain nombre d'actes qui vont être réalisés pendant ces soins mortuaires sont invasifs et pourraient effectivement entraîner des contaminations a posteriori. Les bijoux qui pourraient se trouver sur le corps, comme des boucles d'oreilles, une alliance, vont être ôtés du corps et décontaminés avec une solution de décontamination classique. Ils seront ensuite, selon le mode opératoire, glissés dans un sachet. Ils pourront être soit déposés au coffre, soit remis à la personne qui se trouve présente au moment du décès. Les effets personnels, notamment les vêtements qui ont pu être amenés, tous les effets personnels, trousses de toilette, etc., vont être déposés dans un double sac. Un premier sac qui va être fermé, qui sera déposé lui-même dans un deuxième sac, afin d'éviter toute contamination possible. On indiquera également la mention C+, pour Covid positif sur la fiche et éventuellement sur le bracelet d'identification pour que toutes les personnes qui vont intervenir en suivant pour prendre en charge le corps sachent exactement qu'ils doivent s'équiper et se protéger par rapport au Covid-19. L'accueil de la famille va pouvoir se faire donc dans l'unité de soins. Alors, certes, au moment de la première vague, ça a été un petit peu compliqué. Au moment de la deuxième vague, hein, les choses étaient un petit peu plus dans les mœurs, donc ça a été plus facile à mettre en place. Dans le cadre d'un patient non atteint du Covid-19, le corps est laissé dans une chambre individuelle. Le corps est installé de façon à ce que la famille puisse venir se recueillir le temps qu'elle souhaite, seule ou à plusieurs personnes. Il peut y avoir un contact direct, donc la famille peut toucher ou les proches peuvent toucher le corps, l'embrasser, tenir la main, enfin des gestes très simples et très humains dont les familles ont absolument besoin pour dire adieu à leur défunt. Et on va pouvoir également restituer de façon très simple les vestiaires, les effets personnels du patient. Dans le cadre du Covid-19, la présentation du corps est faite avec des restrictions. Les familles donc devront être équipées avec des EPI et elles ne pourront pas rentrer en nombre dans la chambre pour se recueillir. Elles devront également ne pas toucher le corps, ce qui là est déjà une première restriction extrêmement difficile pour les personnes. Et elles devront également rester à distance du corps. Les conditions de restitution des effets personnels seront grosso modo identiques. Simplement, effectivement, on leur conseillera de mettre en quarantaine le sac avec les effets personnels pour éviter un risque de contamination, puisqu'on sait que le pouvoir de virulence du Covid-19 se maintient sur certains supports, certaines surfaces. On leur conseillera également de traiter les vêtements de façon efficace, donc en les lavant avant d'en faire quoi que ce soit d'autre.
Nous allons passer maintenant à l'admission du corps en chambre mortuaire, puisqu'une fois que la personne est décédée, a eu les soins et a pu être présentée dans l'unité de soins à la famille, le corps va donc être transféré en chambre mortuaire pour être mis en conservation. Je vais tout d'abord vous présenter donc les chambres mortuaires du CHU. Donc, comme je vous disais en début, nous avons 2 chambres mortuaires sur le CHU, une située sur le site de Purpan qui accueille tous les corps tous les corps des patients décédés sur ce site, et une sur le site de Rangueil-Larrey qui, elle, accueille donc les corps de ces 2 établissements-là. Sur Purpan, la capacité d'accueil est de 30 casiers. Donc 30 places et 30 corps qui peuvent être accueillis en même temps. Sur Rangueil, nous avons 47 casiers, dont 24 sont dédiés à l'accueil des corps médico-légaux dans le cadre de l'activité judiciaire. Nous avons également, dans le cadre du Covid-19, dû organiser ce que nous avons appelé, ce que j'appelle sur cette présentation, des zones tampons. Comme beaucoup d'établissements, pas lors de la première vague, mais lors de la deuxième vague. Nous avons été confrontés à une activité plus importante au niveau des chambres mortuaires, pas seulement par rapport aux décès liés directement au Covid-19, mais à toute l'activité qui a été maintenue depuis le départ, puisque nous avons continué à accueillir des patients qui venaient pour des soins classiques et des prises en charge qui étaient déjà programmées. Et en plus, donc effectivement, nous avons dû faire face à un afflux plus important de patients décédés du Covid-19. Le fonctionnement des chambres mortuaires est assez standard. Nous accueillons les familles 7 jours sur 7, donc du lundi au dimanche. Ce sont des aides-soignants qui sont affectés à ces unités-là et qui vont donc accueillir les familles pour les informer, les accompagner, présenter les défunts, répondre à toutes leurs demandes, mais également pour organiser les sorties de corps définitives de l'établissement en lien direct avec les pompes funèbres qui auraient été choisies et mandatées par la personne habilitée à pourvoir aux funérailles, souvent les familles, voire des proches. Le rôle du cadre au sein des chambres mortuaires est assez divers. Il faut en priorité veiller à l'organisation et au bon fonctionnement du service. Alors, je vous ai mis un exemple, hein, ça peut être l'approvisionnement en matériel, l'approvisionnement divers et qui peut être tant du petit matériel que de la lingerie, parce qu'effectivement, nous sommes un gros consommateur de linge propre. Il faut également repérer les situations difficiles, que ce soit pour les soignants, que ce soit également pour les familles, et faire acte de présence, c'est-à-dire être là en soutien pour l'équipe, pour les guider sur un plan juridique, sur un plan réglementaire, sur un plan des modes opératoires également. Il faut être en capacité d'apporter des informations sur tous ces domaines-là, et ça tout au long de la journée. Il faut également être là en soutien pour faire le lien avec les intervenants extérieurs, extérieurs au service, extérieurs au CHU, ou les intervenants internes qui sont souvent les unités de soins et toute la logistique de transport des patients. Donc les brancardiers d'une part, mais également les ambulanciers qui ont un rôle assez important dans le cadre de la prise en charge des patients Covid-19, puisqu'ils font le lien entre les unités de soins où se trouvent les patients et les chambres mortuaires. Le rôle du cadre, c'est également de rédiger les procédures et les modes opératoires adaptés selon le tempo imposé par les différentes instances. Donc, il a fallu réorganiser, comme je l'ai signalé un petit peu plus tôt, réorganiser les modes opératoires, les adapter très rapidement aux nouvelles circonstances, donc adapter les modes opératoires pour les soins mortuaires dans les unités de soins pour les patients Covid, mais également les prises en charge pour les présentations des corps dans les unités des chambres mortuaires. Il faut également avoir une capacité de dialogue, de réassurance, mais également de prévention et de pédagogie, tant vis-à-vis des équipes dont j'ai la responsabilité,
mais également vis-à-vis des équipes soignantes dans les unités de soins qui ont parfois été un petit peu mises en difficulté parce qu'effectivement, il y avait tout ce que l'on attendait dans les médias, tout ce que les instances dirigeantes sur l'établissement nous donnaient comme information. Et il est parfois difficile quand on est sur le terrain et les mains dans le cambouis d'arriver à faire, je dirais, la part des choses et arriver à faire une synthèse soi-même. Il y a ensuite, dans le rôle du cadre, un suivi de l'activité et une transmission avec la direction du pôle et la direction de l'établissement, notamment par rapport à l'activité Covid, où j'ai mis en place un suivi de cette activité plus spécifique, puisque toutes les données remontées à l'ARS étaient retransmises en temps réel pour avoir un suivi national de l'épidémie. Le rôle des aides-soignants dans la chambre mortuaire, la priorité, donc, ça va être l'accueil du corps, bien entendu, mais également la présentation du corps. Les patients non Covid, non atteints du Covid-19, pouvaient donc être rapidement et facilement visibles par la famille. Donc, la famille était accueillie. On leur expliquait un petit peu le fonctionnement du service et ensuite, donc, ils patientaient le temps que le corps puisse être installé dans un salon de présentation. Et à partir de ce moment-là, la famille était introduite dans le salon et pouvait se recueillir comme il le souhaitait. Donc là, de la même façon que dans le service de soins, pouvoir toucher, embrasser le corps, pouvoir maintenir encore ce lien jusqu'au départ définitif, ce qui pour eux est quelque chose de primordial. La Covid-19 a modifié effectivement ce temps de présentation. La présentation est faite au plus proche. On leur demande donc de venir de façon groupée, puisqu'on fait 1 à 2 maximum présentations pour les corps, systématiquement au moins 2 voire 3 présentations pour les enfants, si cela était nécessaire. Mais effectivement, sur un délai beaucoup plus court, les présentations vont durer 15 minutes avec effectivement le port du masque, hein, bien entendu, et surtout le conseil très appuyé de ne pas toucher le corps. Le visage est découvert, c'est-à-dire que le corps n'est pas entièrement découvert comme il pourrait l'être, hein, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la ceinture dans un cas standard. Dans le cadre du Covid-19, on va permettre aux personnes principalement de voir le visage et donc de voir le haut du buste. Le bio-nettoyage sera fait selon le protocole qui a été mis en place par le service d'hygiène sur le CHU. Il sera fait après chaque présentation. Il y a eu également des contraintes de bio-nettoyage liées à la pandémie supplémentaires avec, vous vous en doutez, des nettoyages de poignées de porte, enfin tout ce que l'on a pu mettre en place également chez soi. Ça a été mis en place de façon plus appuyée avec divers produits sur l'établissement. Les contraintes liées à la pandémie, donc le port du masque a été rendu obligatoire très rapidement sur l'établissement. On a demandé aux personnes d'être seulement 2 en même temps dans un salon de présentation, donc avec une restriction générale sur le nombre de personnes présentes dès la première vague. 10 personnes au maximum dans la salle d'attente, toutes familles confondues. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire quand on a des familles très nombreuses. C'était extrêmement restrictif et très difficile pour elles, mais également très difficile pour nous parce que beaucoup arrivaient en faisant le petit train à s'introduire de façon plus nombreuse dans la salle d'attente. De la solution hydroalcoolique a été mise à disposition. Il y a également un point d'eau avec du savon pour se laver les mains. Et le bio-nettoyage a été adapté à cette pandémie. En quelques chiffres, l'activité sur les chambres mortuaires, donc pour 2019, sur une année complète, Purpan a accueilli 1787 corps
Rangueil a accueilli 989 corps de patients décédés sur l'établissement et l'Institut médico-légal a accueilli 971 corps, ce qui représente une activité assez importante. Il faut savoir qu'à titre d'information, le CHU dénombre environ la moitié des décès sur une ville comme Toulouse. 92 corps sont restés non réclamés, ce sont des corps indigents. Des corps de patients atteints du Covid-19 ont été également traités et pris en charge dans ce cadre-là. Lors de la première vague, nous avons dénombré une cinquantaine de décès liés directement ou indirectement au Covid-19. En tout cas, les patients avaient été diagnostiqués positifs durant leur hospitalisation. La deuxième vague a commencé pour nous aux alentours de la deuxième quinzaine du mois d'août. Et à ce jour, nous avons 160 corps qui ont été pris en charge dans le cadre du Covid-19. Ce qui démontre effectivement que la deuxième vague a été plus forte. Elle est en train de décroître tout doucettement. Mais nous avons encore effectivement un certain nombre de patients qui sont toujours pris en charge, d'une part en réanimation, d'autre part dans des services de soins. Ceux qui sont en réanimation, effectivement, ont un pronostic plus péjoratif que ceux qui sont dans des unités de soins standards. Après son passage en chambre mortuaire, le corps va sortir définitivement de l'établissement. La sortie avant mise en bière n'était autorisée que pour les patients non Covid-19. Elle est toujours possible pour ces patients-là. Elle doit se faire donc dans un délai réglementaire de 48 heures. Et l'objectif, c'est de ramener le patient au plus près du domicile de sa famille ou directement à son domicile à lui ou dans une chambre funéraire selon le choix de la famille. Il n'y a pas de restriction de distance sur la France métropolitaine, il n'y a pas de contraintes particulières. Par contre, dans le cadre donc de la pandémie, il y a une interdiction formelle pour les corps à sortir avant mise en bière, y compris pour simplement un hébergement sur une chambre mortuaire, une chambre funéraire en cas de saturation. La sortie avec mise en bière, donc pour un patient non Covid, c'est au-delà de 48 heures sur demande de la famille, en présence de cette même famille. Il peut y avoir également un rite religieux qui est réalisé, la possibilité de soins de conservation. Si la sortie intervient sous 6 jours, délai réglementaire, il n'y a pas de souci particulier. Au-delà, il y aura une dérogation qui sera accordée par la préfecture. Cette dérogation peut être demandée dans le cadre notamment d'une demande de crémation, puisque les délais sont un petit peu plus longs pour ce type de sortie. Et il y a une possibilité de sortir du territoire. La pandémie a également ici changé un petit peu la donne. La mise en bière va être obligatoire dans un cercueil simple, donc elle ne correspond pas à des maladies de la fameuse liste. Par contre, elle va se dérouler en présence de la famille et il peut y avoir une présentation préalable à la mise en bière. Le délai, il est le plus rapide possible, donc on oscille entre le jour même et une huitaine de jours, quand il y a une demande de crémation qui est un petit peu retardée parce qu'il y a un petit peu trop de demandes à ce niveau-là. La réglementation est la même pour les cas non Covid. Les pompes funèbres sont amenées à être également équipées avec des EPI. Donc au début, on les a vus arriver en scaphandre, ce qui était assez surprenant, notamment pour les familles qui étaient extrêmement choquées. Et puis progressivement, les gens apprenant un petit peu plus chaque jour, ces EPI se sont un petit peu simplifiés et deviennent un petit peu moins visibles.
Voilà. Par contre, persiste pour ces cas de Covid-19 la sortie du territoire. De nombreux pays, notamment au niveau du Maghreb, refusent d'accueillir sur leur territoire des patients décédés du Covid-19. En tout cas, immédiatement, les demandes doivent être réitérées par les familles et donc les corps seront laissés en attente dans un caveau provisoire s'ils souhaitent absolument sortir. Je finirai mon intervention en vous évoquant un petit peu le vécu de la pandémie par les soignants, notamment par les soignants dont j'ai la charge sur les chambres mortuaires. Donc, dans les unités de soins, effectivement, comme ça a été rapporté par les médias et constaté sur place, le temps d'habillage est extrêmement pénalisant. Il faut s'habiller correctement, se déshabiller à chaque fois et re-rentrer dans une chambre en réitérant l'opération, ce qui effectivement pénalise le temps de passer auprès du patient. La prise en charge est plus longue. Les admissions, les présentations, il y a énormément de choses qui vont nécessiter des temps supplémentaires. La charge émotionnelle également, notamment par rapport au risque et par rapport aux décès. Les décès ont été plus importants, comme vous l'avez vu sur les quelques chiffres que je vous ai présentés. Il y a des services qui ont dénombré plusieurs décès Covid-19 sur une même journée. Donc effectivement, ça demande du temps pour prendre en charge les familles, pour prendre en charge le corps. Et les soignants ont été extrêmement mis à l'épreuve de la mort. Qui n'est pas forcément quelque chose qu'ils côtoient habituellement, ou en tout cas qu'ils côtoient avec facilité. Et ensuite, il y a des temps de bio-nettoyage qui ont été allongés puisque les départs définitifs nécessitent de décontaminer, de déterger une première fois toutes les surfaces, ensuite de laisser sécher, de réitérer l'opération avec du javel, de laisser agir le temps de séchage et ensuite de rincer certaines surfaces. Donc effectivement, un temps de bio-nettoyage beaucoup plus long. Au niveau de la chambre mortuaire, nous avons donc dû gérer principalement les mêmes charges que dans les unités de soins. Se sont rajoutées à ce niveau-là la gestion du volume de visiteurs, comme je vous l'indiquais, où effectivement certaines familles se sont dit que les restrictions du service de soins ne pouvaient peut-être pas s'appliquer en chambre mortuaire. Et donc, on a vu dans certains cas 20, 30 personnes venir pour se recueillir sur un même défunt. Nous avons été également énormément sollicités pour des renseignements téléphoniques et beaucoup de familles étaient un petit peu déstabilisées par les informations qui étaient fournies par les professionnels du funéraire et qui parfois étaient contradictoires avec celles que nous leur donnions, puisque nous acceptions de présenter les corps alors que les pompes funèbres souvent leur indiquaient qu'il n'était absolument pas question qu'ils puissent accéder au corps dans nos locaux. Les soignants en chambre mortuaire ont été extrêmement stressés au moment de la première vague, comme tout le monde. D'abord parce que les médias faisaient un battage tellement important que de toute façon, il était très difficile d'y échapper. Ensuite, parce qu'il y avait énormément d'incertitudes, même en tant que professionnels de santé, nous n'avions pas forcément toutes les données qui auraient permis de dédramatiser un certain nombre de situations et nous avons été exposés de la même façon que tout le monde à un certain nombre de contradictions et d'injonctions contradictoires. Il a fallu que les soignants apprennent à gérer leur peur, gérer surtout également celle des autres, celle des professionnels du funéraire, mais également celle des familles. Il a fallu mettre en place un certain nombre de procédures adaptées de façon extrêmement rapide pour les rassurer et pour être pédagogiques et leur permettre d'avancer dans l'intérêt de la prise en charge des familles. Il a fallu mener également un certain nombre d'entretiens singuliers ou en groupe et ça, nous l'avons fait en collaboration, chef de service et moi-même à plusieurs reprises. Nous avons également fait une acte de présence renforcé, autant le cadre, c'est-à-dire moi-même que le chef de service, y compris sur les week-ends. Donc la première vague nous a vu travailler 7 jours sur 7, tant en présentiel, je dirais, et
un petit peu en distanciel, notamment le week-end où on n'était pas de garde ou d'astreinte. Mais ça, c'était effectivement pour essayer de tenir l'équipe, de les rassurer. Le fait d'être présent, effectivement, permettait de faire baisser une certaine partie de leur stress. Voilà, je vous ai présenté peut-être de façon un petit peu rapide la prise en charge telle qu'elle a été menée, telle qu'elle est toujours d'actualité dans le cadre de cette pandémie, en tout cas sur une partie des services de soins et en tout cas sur les chambres mortuaires, puisque nous avons toujours dans nos locaux un certain nombre de cas Covid qui arrivent. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très complet. Vous n'avez pas été trop rapide. Je pense qu'on a eu le temps de bien tout balayer. Donc, je pense que vous allez pouvoir arrêter le partage d'écran. On va passer aux questions. C'est bien de me... Je fais comment? Ah, arrêter. Exactement. Voilà. Parfait. Alors, du coup, les questions ont été posées dans le chat, donc j'en ai quelques-unes déjà. Donc, on va commencer. Alors, on a tendance à préférer laisser la parole aux personnes, donc elles allument le micro. Donc, Sarah, si vous pouvez allumer votre micro pour poser la question, s'il vous plaît. Si c'est possible. Si c'est pas possible, je vais la poser moi-même. Donc, je vais la poser. Donc, Sarah demandait s'il y a eu des violences de la part des familles envers le personnel soignant pendant la pandémie. Oui. Alors, la violence des familles est quelque chose d'un petit peu particulier. Alors, les médias en parlent dans les unités de soins, notamment au niveau des services d'urgence. En fait, la pandémie a créé, du fait du battage médiatique qui a été extrêmement important, a généré énormément de stress chez tout un chacun. Et effectivement, beaucoup de familles étaient extrêmement angoissées par des informations discordantes. Comme je le disais, le fait de ne pas pouvoir venir se recueillir, le fait d'être éloigné géographiquement. Donc, on a eu des personnes qui étaient sur Paris, qui voulaient absolument venir se recueillir et avec les documents à remplir, les justificatifs à produire, c'était extrêmement compliqué. Donc effectivement, nous avons eu des familles extrêmement énervées qui ont pu se présenter et qui avaient du mal à comprendre. Un autre point d'énervement, je dirais, d'agressivité, c'était notamment chez les patients maghrébins qui se retrouvaient extrêmement démunis et pénalisés puisque la réglementation et les recommandations de l'HAS allaient dans le sens pas de rite, pas de réalisation de toilettes rituelles. Et effectivement, on peut comprendre que ce point d'achoppement était particulier. Il y a eu également comment dire, une recrudescence d'agacement lorsque les pays qui accueillaient habituellement les corps ont refusé de les accueillir sans justification possible. Effectivement, si le corps pouvait être mis en quarantaine et ensuite partir sur le pays d'origine, ça aurait été une bonne chose. Là, effectivement, ça a été des oppositions formelles à ce type de transfert. Et là également, ces familles-là ont été extrêmement pénalisées et se sont trouvées démunies. Et donc, nous avons été confrontés effectivement à leur colère qui s'entendait tout à fait, mais devant laquelle nous étions dans l'impossibilité de changer quoi que ce soit. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que ça répondait bien à la question. Alors du coup, je vais laisser la parole à Véronique Martinez, je pense. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour la clarté de votre présentation. Et en fait, moi, je n'ai pas une question, j'en ai trois. J'avais une question par rapport au retrait, la première question par rapport au maker. Et du coup, je me demandais si pour chaque décès, il y avait un retrait des pacemakers et du coup, qui nécessitait une incision. Donc, je n'ai pas bien compris là. Est-ce qu'on les laissait en place ou pas?
Alors, la réglementation est très claire. Toutes les prothèses à piles doivent être retirées, qu'il y ait une inhumation derrière ou une incinération. Alors, dans le cadre d'une inhumation, c'est juste parce qu'au bout d'un certain temps, comme les piles déjouées, les piles finissent par s'user, couler, et donc il y a un risque de pollution des sols. Dans le cadre de l'incinération, c'est un risque d'explosion du four. Voilà, donc il y a effectivement au moment du décès une incision qui est faite et on enlève juste le boîtier qui contient la pile. S'il y a une sonde ou une électrode, on peut la laisser en place, ça ne gêne pas. Et donc le médecin incise, retire le boîtier et resuture derrière de façon efficace pour éviter tout saignement ou tout désagrément. Mais effectivement, la réglementation oblige à enlever le pacemaker. D'accord, merci. Ensuite, j'avais une autre question concernant les corps des personnes, les corps qui n'étaient pas réclamés. Je ne sais pas, il y en avait combien dans les 80, quelque chose comme ça. Je voulais savoir combien de temps vous les conservez. Et ensuite, est-ce qu'il y a, ils vont sur quel cimetière? Il y a un carré, quelque chose pour les gens, les indigents? Ou ça existe toujours? Alors, les indigents sont, oui, il y a à peu près 90 dossiers à peu près régulièrement chaque année. Ce sont des dossiers particuliers. Il y a une recherche de famille qui est faite. Une fois que cette recherche de famille est faite, le dossier est transmis aux pompes funèbres de la commune de décès, donc sur Toulouse, aux pompes funèbres de Toulouse Métropole, qui ensuite va traiter le dossier et l'inhumation prend quelques jours, voire quelques semaines. Mais effectivement, on peut avoir des situations un petit peu plus longues quand la famille est présente mais ne veut pas s'en occuper, ne veut pas prendre en charge le corps pour des raisons diverses et variées. On a un travail très important qui n'est pas encore complet, mais avec beaucoup de partenariats avec des associations également pour les accompagner. Les corps sont inhumés principalement sur Cornebarieux. Si jamais les personnes étaient isolées sans famille, mais avaient un caveau de famille quelque part sur un cimetière toulousain ou de la proche banlieue, à ce moment-là, l'inhumation se fait dans ce caveau familial. Voilà, donc en tout cas, il n'y a pas de fosse commune au sens où on pourrait l'entendre, et chacun a un jalon bien précis, bien individuel et identifié. Merci. Et la troisième question, en fait, vous disiez que donc les corps pouvaient partir, enfin, on pouvait, enfin, ils peuvent aller n'importe où en France. Il me semble, enfin, il y a quelques années, si je, enfin, on mettait des scellés sur les, quand on Oui, sortait du département. On mettait alors, parce que j'ai dû le faire, moi, pour des patients. Et donc, qui quittaient le département, il fallait mettre des scellés. Est-ce que oui. c'est toujours le cas ou pas? Alors, les scellés sont toujours d'actualité pour les sorties avec mise en bière, à condition que l'on quitte le territoire toulousain. Si le corps est inhumé sur un cimetière toulousain ou suburbain, à ce moment-là, il n'y a pas de poste de scellé. Et la réglementation depuis quelques années a été modifiée, entre guillemets, un petit peu allégée. Les scellés sont posés par les pompes funèbres en présence de la famille en capacité d'identifier le défunt, ou par une vacation de police des funérailles, s'il y a une incinération, là c'est obligatoire, ou si la famille ne pouvait pas être présente. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, parfait. Je pense qu'on va pouvoir passer à la question suivante de Laëlia. Tu peux allumer ton micro pour poser la Oui, question. bonjour. Merci pour l'intervention. Moi, je me posais la question, lorsque le corps est présenté à la famille, que ce soit dans les services ou en chambre, est-ce que les proches sont laissés seuls avec le corps ou est-ce qu'il y a systématiquement un personnel qui reste avec eux? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question parce que les situations sont multiples. D'abord, le salon est un petit salon dans lequel on installe le corps. On l'installe comme s'il était en chambre, chez nous. Dans l'unité de soins, effectivement, les soignants sont autour, mais la famille va être laissée seule avec le défunt, y compris pour l'assister dans le dernier moment, sauf si la famille souhaite la présence d'un soignant par soutien, voilà, pour être sûr de ne pas faire d'erreur ou par crainte de quoi que ce soit. Dans le salon, au niveau de la chambre mortuaire, la famille est introduite dans le salon. En fonction de comment on sent, si vous me permettez l'expression, on sent la famille, on va parfois attendre un instant avec eux
sur le seuil de la porte pour voir comment ils se comportent et comment ils réagissent en présence du défunt. Il nous arrive également, si les personnes ont une particulière fragilité, de rester avec eux quelques instants, le temps de les rassurer, de leur permettre de s'asseoir, d'exprimer un chagrin énorme dans les premières secondes et ensuite de retrouver un petit peu de sérénité jusqu'au moment où effectivement on sent qu'ils sont suffisamment solides pour rester avec le défunt et se recueillir. On a des patients qui effectivement vont passer un certain temps, parler au défunt, avoir besoin d'échanger, de le toucher. Mais on est toujours à, comment dire, à côté, pas loin, et en tout cas disponible. Il y a toujours un agent disponible au cas où. Il nous arrive également d'avoir des familles ou des personnes qui vont faire un malaise, voilà, parce que le trop-plein d'émotions les submerge à ce moment-là. Donc, il faut vraiment une disponibilité quand on a des familles en visite et être vraiment à, je dirais, quelques mètres des salons pour pouvoir intervenir rapidement. J'ai peut-être mal posé ma question. En fait, ça c'était dans le cas d'essais Covid. Est-ce que D'accord. vous exercez une surveillance pour vous assurer qu'effectivement, il ne touche pas le corps, Alors, comme on a pu le demander dans les EHPAD pour les visites, d'accord. par Alors, exemple? nous ne restons pas, nous appliquons exactement la même chose. Nous insistons énormément sur le fait qu'il est absolument contraint, enfin voilà, les familles sont contraintes de ne pas toucher au corps. On leur demande, quand on les fait rentrer dans le salon, voilà, on s'assure qu'ils puissent voir le visage principalement et donc le haut du buste. Parce qu'il y a des personnes qui ont différentes tailles, hein, donc les corps sont présentés, si vous êtes à côté, c'est à peu près la hauteur du bureau pour la hauteur du plateau, donc effectivement le corps par-dessus, ça fait un petit peu haut. Donc on s'assure qu'ils puissent bien le voir et voilà, on vérifie qu'ils aient bien compris les consignes, mais ensuite effectivement nous les laissons seuls dans le salon parce que c'est un moment qui leur est propre, qui leur est personnel et sur lequel on ne peut pas exercer de contrôle. Il nous arrive de présenter des corps dans des circonstances judiciaires particulières et là nous aurons une autorisation et même une obligation de contrôle. Là nous avons une obligation de respecter le recueillement de chacun et de les laisser seuls avec leurs défunts. Donc effectivement nous ne sommes pas à l'abri qu'ils le touchent, voilà. Mais bon, ça on peut le comprendre aussi. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que là, du coup, c'était ce que la personne attendait. Parfait. Bon. Donc, du coup, on va passer à la question suivante. C'est une question de Sarah encore que du coup, je vais poser puisque son micro ne fonctionne pas. Elle me l'a dit tout à l'heure. Du coup, elle demandait si le personnel chargé des chambres funéraires a-t-il des besoins particuliers pour l'avenir? A des besoins de quel ordre? C'est une très bonne question. Je pense que c'était un peu général, mais j'ose imaginer que comme tout personnel hospitalier en ce moment, évidemment qu'ils ont des besoins pour l'avenir. J'imagine des besoins spécifiques à l'exercice de cette fonction-là. Alors, des besoins, c'est un petit peu compliqué parce que nous avons tendance à vivre de façon assez autonome. C'est une micro-niche, les chambres mortuaires. Et les aides-soignants qui travaillent ici, c'est une équipe de 13 aides-soignants qui sont là depuis des durées diverses, donc qui ont eu plus ou moins d'ancienneté. Il y a un fort compagnonnage pour leur formation. Leurs besoins, c'est effectivement une certaine reconnaissance parce que il y en a peu au niveau de l'institution et au niveau, je dirais, des instances de façon plus générale. À côté de ça, nous avons des besoins propres en locaux, puisque nous avons des locaux qui sont un petit peu vieillissants, qui ne sont pas forcément adaptés comme nous le souhaiterions. Et il y a un projet sur l'établissement pour au moins recréer une nouvelle chambre mortuaire dans le futur,
qui sera plus adapté et en tout cas avec des locaux qui transpireront une plus grande bienveillance à l'égard des visiteurs. Les locaux sont actuellement assez froids et c'est souvent ce qui ressort des appréciations des familles qui ont été amenées à venir. Très bien. J'ai pas eu plus de précisions de Sarah dans le chat pour l'instant. Je pense qu'on avait bien cerné l'essentiel de la question. Elle répond merci beaucoup. C'est que effectivement Bon. vous avez répondu juste. Parfait. Alors, excusez-moi, j'ai sauté une question. Je viens de m'en apercevoir. Je suis navrée. Nathalie, si vous souhaitez prendre la parole pour la poser, peut-être que Madame Brunel y a déjà répondu. Ouais, bonjour et merci à Madame Brunel. Peut-être j'ai un peu raté, côté un peu de temps, au début de présentation, excusez-moi, mais les personnes indigentes qui décèdent en général, que deviennent leurs corps euh, et en période Covid-19, quand ils sont infectés, ces gens, que deviennent leurs corps? Et combien de temps vous gardez en attendant? Alors en fait, les indigents, qu'ils soient Covid-19 ou qu'ils ne soient pas infectés au Covid-19, la prise en charge pour les indigents sera la même. Il y a d'abord le repérage, ensuite il y a une recherche de la famille, parce que ça peut être des personnes qui sont indigents sur un plan financier, indigents sur un plan familial, c'est-à-dire pas de famille présente sur place ou identifiée ou existante. Il y a ensuite des indigents plus sociaux, c'est le cas des personnes marginales, donc qui ont rompu les ponts tant avec la société qu'avec leur famille. Donc il va falloir effectivement recréer du lien social et familial. Il y a donc cette enquête qui est faite. Une fois que l'enquête est faite, le dossier va être transmis au pompe funèbre de Toulouse Métropole et les corps seront inhumés la majorité du temps, puisque la crémation ne peut avoir lieu que si c'est la volonté du défunt et qu'il a pu l'exprimer. Donc soit des proches, ça peut être une infirmière qui suit le patient depuis des années, soit un ami très proche, hein, soit un membre de la famille que l'on va pouvoir retrouver, soit parce qu'il l'a mis par écrit sur des directives anticipées, par exemple, ou sous forme plus testamentaire, donc un simple écrit où il exprime sa volonté d'être incinéré, et à ce moment-là, l'incinération pourra avoir lieu. Les cendres ou les corps pourront être soit déposés dans des caveaux familiaux qui existent, hein, qui sont sur le territoire toulousain ou en périphérie proche de Toulouse. L'inhumation ou la crémation se fait, comme le dit le texte, en fonction de l'avoir laissé par le défunt. Donc effectivement, les frais d'obsèques seront pris en charge par le défunt lui-même, c'est-à-dire prélevés sur son compte bancaire, ou seront en totalité à la charge de la commune qui prendra en charge les obsèques, donc la mairie de Toulouse. Voilà, les jalons sont identifiés. Il existe une association qui s'appelle Goutte de Vie. C'est une petite sœur de l'association CMR, donc les morts de Paris, les morts de la rue sur Paris. Et Goutte de Vie prend en charge, je dirais, l'accompagnement des défunts indigents, quels qu'ils soient, ou des personnes isolées. Donc il y a un accompagnement qui est fait par des bénévoles au moment de l'inhumation, avec une célébration sur place, un hommage qui est rendu, des textes, et ils ont même formé une chorale également pour que cette inhumation se passe dans des conditions beaucoup plus dignes. Voilà, donc. Oui. Et de combien de temps attendez-vous pour voir si les corps sont... Combien de temps attendez-vous? Quel est le délai que vous vous donnez pour voir si les corps vont être réclamés par des proches de la famille? Alors, la réglementation donne un délai de 10 jours pour réclamer un corps. Donc effectivement, on va être sur un délai de 6-10 jours pour repérer les corps qui n'ont pas eu de famille, qui n'ont pas de visite, ou pour lesquels effectivement il faut se poser la question d'essayer de retrouver traces de famille ou traces de proches qui vont pouvoir donner des informations.
Voilà, donc effectivement, la priorité sera de faire la déclaration de décès et secondairement ou parallèlement, en tout cas de débuter la recherche de famille. La priorité sur un plan éthique, je dirais, c'est de permettre à une famille, même s'il y a des ruptures de pont, de malgré tout accepter de prendre en charge l'inhumation ou l'incinération du défunt. Cela arrive assez souvent. On a parfois des familles qui font procéder à une incinération et rapatrient les corps sur le nord de les cendres sur le nord de la France, par exemple, pour que les cendres puissent se reposer dans le caveau familial, même s'il y a une rupture de relation depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc les situations sont extrêmement singulières et vraiment très diverses. Mais en tout cas, voilà, la priorité, c'est au moins de pouvoir retrouver les familles, les informer, leur donner la possibilité d'agir comme ils le souhaitent. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que du coup, c'était ce qu'attendait Nathalie. Alors, j'ai une question d'une personne qui ne peut pas la poser elle-même, donc je vais la poser à sa place. Pour savoir si le personnel a des temps d'échange et de formation quant à l'accueil et à la gestion des familles. Donc, si au sein du personnel Alors, même, il y a des sessions de formation organisées et s'il y a des temps d'échange qui sont pris relativement voilà, à l'accueil et la gestion des familles. Alors, la formation, il existe une formation depuis 2009, une formation obligatoire qu'on appelle une formation d'adaptation à l'emploi, qui permet de poser un socle commun de connaissances à tous les agents qui travaillent en chambre mortuaire. Donc, ça peut être une formation de 8 jours sous différentes formes. Il peut y avoir des temps d'échange, il peut y avoir du contenu juridique, du contenu divers. Il y a des sessions organisées sur le CHU de Toulouse que j'anime en grande partie. Cette formation est obligatoire avant la prise de poste ou en tout cas dans les mois qui suivent la prise de poste sur la chambre mortuaire. Par ailleurs, il existe effectivement des temps d'échange sous forme de réunions internes propres au service, avec la possibilité de discuter, de débattre sur les temps de prise en charge, de revoir effectivement en même temps un petit peu les modalités qui sont en cours et qui pourraient être améliorées. On a comme ça pu travailler avec un certain nombre de membres de l'équipe en collaboration avec les sages-femmes de Paul de Villiers sur la prise en charge des enfants nés sans vie. Voilà, donc il y a eu un travail qui s'est étalé sur à peu près un an et demi, et qui a abouti à la rédaction d'un livret commun des pratiques permettant de voir comme ça un petit peu ce qui se passait en amont, ce qui se passait en aval, et de renforcer, je dirais, la cohésion de toutes ces équipes sur cette prise en charge-là. Voilà, donc ensuite, il y a effectivement, les agents ont individuellement la possibilité de rencontrer, s'ils le souhaitent, s'ils sont confrontés à des difficultés très spécifiques. Je pense par exemple, un exemple simple qui va parler à tout le monde, l'affaire Mera, qui a été un temps extrêmement particulier pour le service. Les agents avaient la possibilité effectivement de consulter la psychologue du travail s'ils en éprouvaient la difficulté. Nous avons également organisé en interne la possibilité d'échanger pour faire une sorte de débriefing. On l'a fait en présence du cadre supérieur de santé et également du chef de service, pour essayer de voir un petit peu comment les gens avaient ressenti les choses, ce qui avait bien fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné, et effectivement travailler là-dessus, donc un petit peu une sorte de rétex, sans forcément qu'il y ait des cris derrière, mais aboutir en tout cas à améliorer certaines procédures, certains modes opératoires. Merci beaucoup. Donc, je pense aussi, je n'ai pas de retour de la personne, donc je pense que c'était bon. J'ai Inès qui a une question, si elle peut activer son micro. Oui, Merci. bonsoir et merci Bonjour. beaucoup pour votre intervention. Bonjour. Du coup, c'est un peu la même question en fait que celle qui a été posée. C'était quels étaient les moyens qui étaient mis en place pour protéger la santé mentale du personnel soignant.
et notamment en période de pandémie et surtout par rapport à ceux qui côtoient la mort directement. Voilà. Alors, je vais compléter par rapport à la réponse que j'ai faite tout à l'heure, puisque votre question est orientée un tout petit peu différemment. Il n'y a pas réellement, si vous voulez, de table ronde avec une psychologue, par exemple, qui pourrait intervenir. Ça a été proposé aux agents qui n'ont pas donné suite, hein, parce que, comment expliquer, c'est vraiment une micro-niche pour des professionnels. Ils sont tous là sur volontariat. C'est un choix de leur part de venir travailler sur les chambres mortuaires, puisque les activités ne sont pas que de la prise en charge de patients décédés. Il y a aussi toute l'activité au niveau des autopsies, puisqu'ils assistent le médecin légiste sur tout le temps de l'intervention, sur tout le temps de l'autopsie. Donc effectivement, ça nécessite voilà, d'avoir bien posé les choses et d'avoir bien choisi cette option de métier-là. Les débriefings qui avaient été proposés avec une psychologue du travail, éventuellement quelqu'un de l'extérieur, les agents n'ont pas souhaité donner suite parce qu'ils se sont retrouvés face à des personnes qui ne connaissaient pas leur métier, donc qui en appréhendaient difficilement les difficultés, qu'elles soient d'ordre psychologique ou d'ordre physique. Et donc, c'était très compliqué d'exprimer des choses avec quelqu'un qui voilà, avait du mal à comprendre ce qu'il voulait exprimer et ce qui pouvait être de leur ressenti ou d'une difficulté particulière. Côtoyer la mort, oui, effectivement, je pars du principe que la mort fait vraiment partie intégrale de la vie. Les services mortuaires ne sont pas forcément des endroits tristes, hein, à part les locaux qui sont un peu peints en jaune et c'est tristouné, comme vous pouvez le voir derrière mon bureau. C'est voilà, c'est pas très très chaleureux. Mais en tout cas, les gens qui travaillent là, étant volontaires pour venir ici, ont une capacité à être présents à côté des familles. Ils ne sont pas là pour être avec dans leur douleur, dans leur chagrin, mais pour être juste à côté. Un peu comme un tuteur est à côté du plan qui pousse tranquillement et qui est là pour de temps en temps lui permettre de rectifier, de rester droit, de pouvoir continuer à avancer en recevant les informations et l'écoute nécessaire. Voilà, donc c'est plus dans cette orientation-là. Il a été demandé effectivement qu'il y ait une supervision de ces agents pour leur permettre d'exprimer des choses qui pourraient être douloureuses ou difficiles. À chaque fois, ça a été un échec. Ça n'a pas été la bonne solution. Par contre, effectivement, leur proposer de travailler sur des thématiques spécifiques, sur des projets, voilà, ça, ce sont des choses qui leur permettent de s'intéresser et de s'impliquer. Je leur avais proposé, par exemple, et il faut que je les réorganise, d'aller visiter, par exemple, le laboratoire de police scientifique pour pouvoir échanger avec des personnes qui travaillent après eux sur les prélèvements qu'ils contribuent à réaliser. Pouvoir échanger également avec une chambre funéraire et des professionnels du funéraire. Voilà, ce sont des choses qui leur permettent de s'enrichir au niveau professionnel, d'échanger et de mieux comprendre un petit peu quels chaînons ils sont dans la prise en charge des familles. Oui, c'est ça. Donc, vous voulez dire que c'est un choix qu'ils font eux-mêmes, en fait, dans le sens où ils ont déjà fait ce travail, en fait, sur eux-mêmes. Tout à fait. Vis-à-vis de ça, qui oui. forcément de... D'accord. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et j'ai encore des questions, hein, décidément. Alors, donc, j'ai 2 questions de Sarah, toujours, qui ne peut pas la poser elle-même avec le micro. Alors, elle demande si la mise en bière est obligatoire pour tous et comment le personnel a-t-il géré la pandémie avec une pénurie d'équipements et de protection. Alors, la sortie avec mise en bière est obligatoire au-delà d'un délai de 48 heures. Alors, on a 2 modalités de sortie de corps. Soit le corps sort avant d'être mis en cercueil,
donc avant 48 heures, pour aller sur un domicile ou pour aller sur une chambre funéraire qui est privée, donc chez des pompes funèbres qui vont mettre à disposition un salon H24 dans des conditions un petit peu plus chaleureuses peut-être que chez nous, et en tout cas plus en proximité du lieu de domicile de la famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler, Amélie? Pardon, j'avais le micro coupé. Le deuxième, du coup, sur comment le personnel a-t-il géré la pandémie Voilà. avec une pénurie d'équipements de protection? Alors, Toulouse, comme je vous l'ai dit, lors de la première vague, a été peu touchée. Nous avons eu peu de cas Covid. La deuxième vague, nous en avons eu effectivement un petit peu plus, comme tout le monde. Mais nous n'avons à aucun moment été en rupture ou en difficulté pour les EPI. Voilà. Il y a eu des marchés différents, mais je ne peux pas dire, et mes collègues ne peuvent pas dire, que nous avons été réellement en rupture. Il y a eu des petits délais d'acheminement, il y a eu effectivement des difficultés d'approvisionnement à des moments sur les masques FFP2, mais à aucun moment, et en tout cas sur les chambres mortuaires, nous n'avons eu la moindre rupture de matériel. Parfait. Bon, je pense que ça répond parfaitement. Elle va me... Alors, j'ai Alexis Alberti. Est-ce que du coup, vous pourriez, pardon, allumer le micro pour poser la question? Ah, elle n'a pas de micro. Et pas de micro. Ah oui. Je suis navrée. D'un soir sur l'autre, je ne me rappelle pas qui a un micro ou qui n'en a pas. Je viens de le voir apparaître, c'est pour ça. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je lui demande d'allumer son micro et non, il n'en a pas. Donc sur la question d'Inès, justement, dans le cadre du volontariat, ne serait-ce pas plus souhaitable qu'il y ait en amont une sorte de test psychologique afin de s'assurer que le volontaire est bien préparé à ce à quoi il va être confronté? Ce genre de test se fait bien au sein de l'armée et pour reprendre les dires de M. Macron, nous sommes en guerre. Alors certes, nous sommes en guerre. Alors effectivement, on pourrait effectivement peut-être faire des tests. Il se peut que dans certains cas, ce soit effectif. Alors moi, je vais vous parler pour mon expérience et la façon dont j'essaie de recruter les agents qui vont venir travailler. La priorité, c'est d'avoir des agents qui sont volontaires, c'est-à-dire qui font eux-mêmes la démarche de se poser la question, est-ce que je me vois travailler dans un service mortuaire dans lequel, effectivement, on va être amené à autopsier des enfants, des fœtus, des adultes, dans le cadre juridique, judiciaire, dans le cadre médical, et prendre en charge des personnes, des familles qui sont endeuillées. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'eux-mêmes ont fait cette démarche, ils me contactent, je les reçois pendant 1 heure, on a un long entretien pour essayer de voir un petit peu leur parcours, de considérer également leurs objectifs professionnels et leurs questionnements pour venir ou pas dans une unité aussi spécifique que les chambres mortuaires. À partir de là, je vais leur proposer un petit parcours, alors pas de l'armée, mais un petit parcours du combattant en chambre mortuaire. Je vais leur demander et organiser avec leur cadre du moment un stage d'observation pendant quelques jours. Alors ça peut être un jour par-ci, un jour par-là, comme ça peut être 2-3 jours consécutifs, peu importe. Et ils vont venir donc au sein de l'équipe, donc on va leur donner la tenue adéquate. Ils vont assister à des autopsies judiciaires, médicales, enfin tout venant. Ils vont également aller avec l'agent qui est responsable de la chambre mortuaire ce jour-là. Ils vont aller assister donc à l'accueil des familles, aux présentations, aux sorties de corps, aux admissions, et ils vont essayer de visualiser, de comprendre et de discuter, d'échanger avec les professionnels en place actuellement pour voir si effectivement il y a des choses qui les interpellent, qui les gênent. Et on va essayer de les confronter progressivement quand même, on n'est pas des bourreaux, à des choses de plus en plus difficiles à supporter. Je pense notamment à tout ce qui est judiciaire avec des corps qui peuvent être des corps lambda hein, de patients hospitaliers, comme ça peut ressembler à des corps comme vous voyez dans les séries américaines, style Bones, etc., avec des corps extrêmement dégradés.
Et effectivement, se projeter dans le métier, dans ce service, ça veut dire être en capacité tous les jours d'être confronté à ce type de difficultés. Et à un moment donné, effectivement, je les revois, donc un petit peu après, histoire de laisser décanter un petit peu toutes les informations qu'ils ont reçues, qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues et qu'ils ont senties. Et on refait un débriefing pour voir si effectivement ils maintiennent à ce moment-là leur candidature ou si effectivement ils ne donnent pas suite. Il faut reconnaître que dans la moitié des cas, ils ne donnent pas suite parce qu'effectivement, autopsier un enfant peut être quelque chose de totalement inacceptable pour eux. Comme par exemple certaines odeurs ou certains gestes techniques en cours d'autopsie peuvent effectivement leur poser d'énormes difficultés dans la réalisation. Voilà, donc ils repartent hein, et effectivement, ils ont au moins vu ce que c'était, ils ont au moins pu se confronter à leurs propres limites pour bien les définir et ne pas déroger. Ceux qui restent ont quand même eu un aperçu de ce qui sera leur quotidien par la suite. L'avantage de recruter des aides-soignants, c'est qu'à tout moment, si les missions qu'ils remplissent dans le service ne leur convenaient plus, ils ont la capacité de repartir dans une autre unité. C'est arrivé pour de nombreux soignants qui sont passés ici, qui sont repartis dans des services entre guillemets vivants, ce que moi j'appelle un service vivant. Donc on prend des patients, on prend en charge des patients plus traditionnels et du fait de leurs compétences aides-soignantes, ils ont pu réintégrer un service classique sans grande difficulté. Le fait d'être passé en chambre mortuaire n'a pas été un frein à leur recrutement dans une autre unité. Voilà, donc ça, c'est le bénéfice de recruter des aides-soignants et non pas une autre catégorie professionnelle ou aucune catégorie professionnelle, comme c'était à un moment donné. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Il répond dans le chat, il y a bien une procédure qui encadre cela. Merci beaucoup et Oui. merci pour votre intervention. J'ai une question de Natacha, si vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, merci pour votre intervention. Et en fait, ma question, je pense que vous y avez en partie répondu finalement, mais je demandais si il y avait seulement des aides-soignants au sein de votre équipe ou s'il y avait aussi des infirmiers. Et parce que vous avez beaucoup parlé des aides-soignants et pas des infirmiers, donc je me demandais si c'était s'il y avait uniquement des aides-soignants ou s'il y avait d'autres catégories professionnelles qui intégraient votre équipe. Alors, j'ai 2 infirmières sur l'unité médico-judiciaire. Voilà, parce que là, effectivement, on prend en charge des patients vivants, victimes de violences, certes, mais vivants. Et donc, effectivement, le rôle de l'infirmière est important. Il y a également une aide-soignante qui fait partie du pool de l'équipe, qui est en poste de façon, par roulement, et qui va avoir un travail d'accueil plus administratif. Mais effectivement, sur les chambres mortuaires, l'institution a fait le choix de ne positionner que des aides-soignants. Dans le texte réglementaire que j'évoquais tout à l'heure sur la formation d'adaptation à l'emploi, on parle de formation d'adaptation à l'emploi pour les agents et aides-soignants de services mortuaires. Voilà, il n'y a pas de nécessité de compétences infirmières pour prendre en charge des familles endeuillées ou des patients, y compris pour tous les actes techniques en cours d'autopsie. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il est 19h28. Je pense qu'on va pouvoir arrêter les questions. Vous avez répondu à un très large panel de questions à ce propos-là. J'ai Sarah qui demande simplement si vous auriez un message à faire passer. C'est très large. Un message à faire passer, que l'on n'ait plus peur des services mortuaires et qu'on n'appréhende pas de venir nous voir. Voilà, il y a des professionnels qui sont là, qui sont bienveillants et qui sont à disposition des gens et des professionnels. Tout professionnel qui aurait un questionnement particulier sur nos prises en charge. Voilà, vous pouvez nous contacter et nous avons toujours un grand plaisir à renseigner les gens sur notre profession et sur nos particularités
dans notre petite niche, voilà, un petit peu fraîche certes, mais notre petite niche confortable. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va conclure l'intervention de ce soir maintenant. Alors, comme tous les soirs, petit rappel d'usage. On se retrouve demain pour ceux qui sont inscrits. Je vous rappelle que l'intervention de demain se fait à 16 h. Elle ne se fait pas à 18 h, notre intervenant ne pouvant pas intervenir à 18 h. Le lien Zoom est le même, les codes de connexion sont les mêmes. Vous pouvez les réutiliser comme vous l'avez fait toute la semaine. Ça vous amènera au même endroit et vous aurez la dernière intervention de la semaine par Guillaume Ducot demain. Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Brunel qui a su au débeauté nous proposer une intervention très travaillée et qui a répondu à, du coup, je le disais, un très large panel de questions permettant de couvrir, je pense, assez bien un métier qui était finalement assez peu connu, dont on parle assez peu quand on évoque les services hospitaliers. C'était très gentil de votre part de prendre le temps de réaliser cette intervention. Et puis, comme tous les soirs, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce séminaire, à l'intervention de ce soir, de voir que vous êtes toujours aussi nombreux connectés, d'attendre la fin et de poser vos questions. Pour tous ceux qui sont inscrits, on vous retrouve demain et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Pour revoir. votre invitation. Merci, Avec au revoir. plaisir. Au revoir. Merci.